Mon pote, est-ce que t'es bien installé? Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Rachid, 24 ans, qui a une idée de génie. D'étudiant fauché de cité jusqu'au milliard d'euros, il a réalisé le rêve de beaucoup de jeunes de son âge. Mais surtout, il n'était pas prêt pour le long cauchemar fiscal qui l'attendait. Son projet, il veut juste créer une start-up révolutionnaire dans la gestion de trésorerie pour les entreprises. Son nom? EasyPay. Le principe, c'est ultra simple. Paiement instantané entre les fournisseurs et les clients, une IA qui détecte les factures à risque et la possibilité de trier les clients par fiabilité et calcul moyen des délais de paiement. Bref, il y croit dur comme fer. Motivé, il code son projet jour et nuit sans relâche. Lui qui est diplômé d'une école d'ingénieur et qui vient d'une famille modeste de banlieue, il voit l'entrepreneuriat comme un vrai ascenseur social. En même temps, avec ses origines et son CV qui se fait tâche un peu de partout, même à l'époque où il voulait taffer à McDo pour payer ses études. Bref, après plusieurs mois de travail acharné, son produit est prêt pour la commercialisation. Donc là, il souhaite monter son entreprise et débuter officiellement ses activités en France, vraiment un pays qu'il apprécie énormément et qui lui a offert plein d'opportunités. Mais là, c'est la première claque, parce qu'il sera sur procédureINPI.fr et il tombe de haut, mon pote. Formulaire, justificatif, immatriculation, cabis, une montagne de paperasse, trop relou. Et là, à peine après avoir démarré dans son aventure entrepreneuriale, notre Rachid regrette déjà de pas être un petit Américain. Parce qu'aux États-Unis, il aurait juste rempli un formulaire en ligne et bim, son entreprise aurait été créée en 24 heures. Alors qu'en France, il est parti pour plusieurs semaines de longues procédures administratives. Et là, deuxième coup de dur, parce qu'à peine son activité démarrée, il découvre que même sans gagner, il doit déjà payer des charges. La cotisation foncière des entreprises, c'est cadeau, même si le frérot, il bosse depuis sa chambre. Mais là, à force de travail et d'acharnement, quand même, son produit marche assez bien, et Rachid finit par percer. Ça y est, il vit enfin le entrepreneur dream. Donc là, il commence à signer quelques clients. Dès la première année, bim, il réalise 100 000 euros de chiffre d'affaires. Sauf que la période des déclarations fiscales approche, et là mon pote, nouvelle douche froide, il découvre combien il lui reste après impôt. Impôt sur les sociétés, 25%, cotisation sociale, 45%, TVA, 20% sur tout ce qu'il vend. Et là, le frérot, il se rend compte qu'après toutes ces taxes, il lui reste à peine 30% de ses revenus. Il en croit pas à ses yeux, tout staff, pour au final, vraiment avoir l'impression de se faire voler le fruit de ses efforts. Et là, il se rappelle de sa camarade de promo Sarah, qui s'est cassée à Dubaï pour monter son entreprise il y a 1 ou 2 ans. À l'époque, elle gagnait déjà de l'argent avec son application pendant ses études. Et maintenant qu'elle est là-bas, à Skip, elle paye 0% d'impôt sur le revenu. Bref, c'est quand même assez tentant, tu vois ce que je veux dire. Et la première réflexion dans la tête de notre jeune Rachid, est-ce que je dois vraiment rester ici? En fait, il se demande est-ce que je vais pouvoir m'enrichir en France? Mais au final, il n'a pas le temps de s'attarder sur la question. Parce que là, les contrats affluent, mon pote. Il entre dans sa deuxième année d'activité et il décide d'engager son premier employé, son ancien pote de promo Greg. Il sait que Greg, il est quand même assez talentueux, qu'il va apporter beaucoup de valeur à l'entreprise. Donc, franchement, il veut le payer bien. Il veut pas que l'argent soit un problème pour son employé, donc il vise un salaire net de 3 000 euros. Et du coup, quand il va voir son comptable pour préparer tout ça, encore une fois, nouvelle douche froide. Parce que du coup, engager un employé, ça va lui coûter quasi le double du salaire net. Impôt sur le revenu, charges sociales en tout genre, ça en finit plus, mon pote. Rachid et Greg, des deux côtés, ils se font saigner dans les deux sens. Rachid, il a pas le choix. Il préfère payer un employé correctement pour faire avancer son projet, avant même de se payer lui-même. Bref, il continue à charbonner, les clients affluent. Là, coup de chance pour le frérot, il connaît une croissance quand même assez exceptionnelle. Au bout de la 3e année déjà, il a recruté 250 personnes supplémentaires. EasyPay, ça commence à peser dans le game. Et du coup, pour encore plus motiver ses employés, il crée ce qu'on appelle un plan d'intéressement. En gros, si l'entreprise a atteint ses résultats prédéfinis, l'ensemble des employés percevront un bonus de 10% de leur paye brut. Après cette nouvelle, tout le monde est content, mon pote. Enfin, surtout l'État, parce que, encore une fois, c'est un moyen d'aller chercher une taxe en plus. 20% de forfait social sur les primes, allez, c'est cadeau. Bon là, ça commence à faire vraiment trop. Du coup, Rachid, il en a marre. Il se tâte quand même à partir, tu vois. Où est-ce qu'il irait? Il pourrait aller par exemple à Dubaï, 0 d'impôt sur le revenu, 0 taxe sur le capital, un cadre de vie luxueux, une communauté d'entrepreneurs en pleine expansion. La Suisse, juste à côté, un paradis fiscal aussi assez stable, où l'impôt sur la fortune et toutes les charges sociales sont bien plus faibles qu'en France. Ou alors le Portugal, un programme fiscal attractif qui permet aux nouveaux résidents d'être exonérés d'impôts sur certaines sources de revenus pendant 10 ans. Ou encore la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni. Bref, il a pas mal d'options, le frérot. Mais Rachid, il est un peu têtu, il veut absolument prouver que réussir en France, c'est possible. Il est déterminé. Bref, il reste. Et là, franchement,
tout va bien pour lui, EasyPay cartonne dans le monde entier. Et nous voilà quelques années plus tard, un lundi matin de juin 2033, notre entrepreneur à succès qui franchement maintenant pèse dans le game, a rendez-vous avec son conseil d'administration. Il vient de recevoir une offre alléchante du multinational américaine pour racheter EasyPay. Rachid, il est à la fois excité et nerveux, parce que franchement, cette transaction, ça pourrait changer sa vie à tout jamais, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, il y a de quoi réfléchir, parce qu'il propose un montant de 2 milliards d'euros. Après tant d'années de labeur, Rachid, il pourrait devenir milliardaire sur cette transaction uniquement, étant donné qu'il possède encore la moitié de la boîte. L'après-midi même, il prend rendez-vous chez son avocat fiscaliste Mouloud, un pote d'enfance avec qui il a grandi, pour vraiment comprendre tous les enjeux de la vente. Il va voir son pote, et là, Mouloud, il passe pas par 4 chemins. Ah frérot, avec cette vente, si tu restes en France, tu vas te faire flinguer avec la flat tax de 30%. Bourbier. Là, Rachid, il dit, franchement, je suis fier de mon parcours ici. C'est vrai que j'ai eu des aides et tout. J'ai taffé comme un fou, mais là, on me demande de lâcher quand même 300 millions. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça les vaut? En fait, est-ce que je trahis un peu mon pays si je pars? Parce que là, je trouve que la facture, elle est quand même un peu salée, on va pas se mentir. Là, Rachid demande à Mouloud, bah frérot, je fais quoi? Est-ce que je dois aussi aller à l'étranger? Comment ça se passe? Peut-être que je peux aller vendre mes actions là-bas, comme ça, je vais skier les impôts. Là, Mouloud, il lui répond, ah non, non, mon pote. Ah non, non. Parce que t'inquiète pas que la France va vite te rattraper avec ce qu'on appelle l'exit tax. L'exit tax, ça fait simple, c'est un peu comme une ex toxique qui te rappelle alors que ça fait quand même 6 mois que t'es passé à autre chose. C'est-à-dire que même si tu te casses et tu vends tes actions à l'étranger, dans l'année après ton départ, bah la France va quand même te réclamer des impôts. Et là, son pote Mouloud enchaîne directement en lui disant, t'inquiète pas mon pote, j'ai déjà tout prévu depuis un moment. Je te rappelle, il y a 2 ans, quand t'es venu dans mon bureau, je t'ai dit qu'on allait monter une structure au Luxembourg, tout ça. C'était justement en prévision de ce scénario. En fait, mon pote, oublie pas que tes actions, elles sont détenues dans une holding au Luxembourg et pas par toi. C'est-à-dire que là, t'as une structure qui possède tes actions à ton nom dans un pays où les plus-values sont quasi pas taxées. Bref, 2 semaines après, tout est acté, Rachid a signé les papiers et a officiellement vendu EasyPay pour 2 milliards et ça y est, le frérot, il est devenu milliardaire. Donc Rachid, il kiffe un peu, il achète quelques villas, Rolls-Royce, tout ça. Rachid place aussi une partie de sa fortune dans l'immobilier qu'il veut faire fructifier à hauteur de quand même plusieurs dizaines de millions d'euros. Et là, il se retrouve à payer l'IFI, 1,5% par année de la valeur de son patrimoine. Tout ça, juste parce qu'il a investi son argent, tu vois. Je sais pas quand même si tu te rends compte de la supercherie. Le mec a pas fait d'argent en plus, il a déjà payé des taxes sur tout l'argent qu'il a accumulé jusqu'ici. Et juste parce qu'il a investi en France, il doit payer de l'impôt. J'espère que t'es d'accord avec moi que franchement, ça a aucun sens. Et voilà, du coup, très rapidement, maintenant, Rachid, il se pose la question de la succession. Parce qu'au fil des années, il a fini par avoir 3 enfants et forcément, il a envie de leur léguer le patrimoine qu'il a accumulé. Rachid va revoir son pote Mouloud et il lui pose la question de la succession. Il veut savoir comment ça se passe. Donc là, Mouloud, il rigole, mais une espèce de rire nerveux, tu vois. Écoute-moi bien, mon pote. T'es en France, crois pas que tu peux tout léguer comme ça, sans rien payer. Parce que si on n'optimise pas, l'État va tranquillement venir se servir à hauteur de 45% sur ton héritage. Et là encore une fois, Rachid, ça lui court sur la haricot, parce que c'est quand même un honnête citoyen qui veut contribuer à la société et tout, mais encore une fois, il trouve que c'est quand même un peu abusé, tu comprends? Surtout pour lui, maintenant c'est pas compliqué, il est riche, il a juste à être résident fiscal de la Belgique par exemple, ou du Portugal pour payer 0 droit de succession. Et mon pote, l'histoire de Rachid, c'est absolument pas un cas unique, parce que chaque année, des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs font exactement la même chose. Ils finissent par partir et fuir le fardeau fiscal. Résultat, c'est quand même un sacré manque à gagner pour la France et du coup des conséquences assez importantes pour l'économie. Je t'explique tout de suite pourquoi. Avant d'aller dans la question, faut savoir que au-delà des impôts, il y a aussi le ressenti, il y a tout ce qui est culturel. La France a quand même une relation assez compliquée avec l'argent et la réussite. Ce qui fait que les gens qui réussissent parfois ont quand même un malaise à rester en France. Et le départ massif de toutes ces fortunes a des conséquences assez importantes. Quand un entrepreneur s'exile, il emporte son entreprise et ses capitaux avec lui. Et quand on parle de taxer les riches, je pense qu'on se rend pas assez compte de qui est vraiment impacté. Et c'est pas toujours les gens que tu crois. Parce que les gens qui sont déjà nés dans des familles aisées, qui sont bien installés, parfois depuis des décennies, des siècles, tu te doutes bien qu'ils ont complètement déjà rodé le système tout entier à coup d'optimisation fiscale pour au final quand même payer que très peu d'impôts. Ceux qui vont vraiment payer la note, c'est tous les petits entrepreneurs qui essaient de monter un business et qui se retrouvent à payer des sommes folles en taxes et charges en tout genre. Et du coup, la France perd
énormément en compétitivité. Et ça, c'est super important. Les gens talentueux avec des projets entrepreneuriaux se cassent dans des pays comme les États-Unis. Ça, mon pote, c'est une vraie tragédie et ça s'appelle la fuite des cerveaux. Au final, une startup qui se développe à Dubaï ou à Londres, c'est plein d'emplois qui sont pas créés en France. Tout ça devient complètement contre-productif parce que ça réduit l'attractivité de la France. Et le gouvernement qui a investi énormément dans l'éducation nationale pour former les gens perd complètement un retour sur investissement. Ça participe aussi au blocage de l'ascenseur social pour les gens qui voient l'entrepreneuriat comme un moyen de s'en sortir. Ils se font complètement punir avec le fisc qui les attend à la sortie de chez eux pour les matraquer à coups d'impôts et de charges fiscales alors même qu'ils n'ont pas fait un euro de profit. Maintenant, pour les gens qui franchement sont déjà nés dans des familles d'ultra riches, est-ce que faut les taxer comme la France le fait? Moi, frérot, je pense que la réponse est quand même un peu nuancée. Et ça, pour plusieurs raisons. Déjà, ça participe à freiner l'investissement dans des entreprises à haut risque, comme les startups, les entreprises à forte croissance, dont le capital préliminaire provient très souvent de ce qu'on appelle des business angels, à savoir des ultra riches qui ont une tolérance au risque quand même assez élevée, et du capital d'investissement à disposition, pour prendre le risque d'investir dans des projets quand même parfois foireux, mais avec l'espoir de créer quand même la prochaine licorne française. C'est aussi moins de consommation dans des secteurs qui dépendent de cette clientèle comme l'ultra luxe, parce que tu peux penser ce que tu veux, mais un riche qui achète des yachts et des jets privés, c'est ultra bénéfique pour le secteur de l'aéronautique et tous les acteurs dont l'activité économique dépendent entièrement de ce secteur d'activité. Et paradoxalement, en taxant trop les riches, la France perd une partie de ses recettes fiscales, c'est-à-dire que ça en devient plus économique pour les riches de dépenser des centaines de milliers d'euros, voire des millions, pour monter des structures et faire des montages fiscaux complexes, tout ça pour vesquiller les impôts. Résultat, beaucoup de grandes fortunes et d'entrepreneurs disent que c'est cramé d'avance, et certains font leur valise avant même d'atteindre les plus hautes tranches d'imposition. Et du coup, si on vit dans une société logique et cohérente, franchement, la meilleure façon de redistribuer les richesses, c'est pas en allant faire les poches des riches, mais c'est plus en s'assurant de créer une équité dans la chaîne de création de valeur. Ouh là là, de quoi est-ce que je te parle? C'est un concept ultra simple, t'inquiète. Ça peut se traduire par exemple dans le fait d'obtenir une homogénéisation des salaires entre les différents niveaux de seniorité dans une entreprise, ou alors inciter les entreprises à créer des programmes d'intéressement au profit pour tous les employés. Ce qui est un cercle vertueux, parce que plus d'incitation financière égale plus de productivité, égale plus de richesse à tous les niveaux, plus de croissance et donc plus d'attractivité pour le pays. Mais bien sûr, toutes ces mesures sont complètement inutiles si l'État continue de taxer à mort derrière. Et mon pote, si tout ce que je te dis fait du sens jusqu'à présent, pourquoi l'État s'acharne à taxer toujours encore plus et encore plus? Parce que mon pote, en fait, je trouve qu'on ne dit pas toute la vérité. Parce que la promesse que la France taxe principalement pour redistribuer aux plus pauvres, c'est pas tout à fait vrai dans les faits. Parce que quand on plonge dans le budget de l'État, et qu'on regarde un peu plus près l'utilisation des fonds, les programmes sociaux arrivent quand même loin derrière, après même le paiement des intérêts sur la dette colossale que la France a accumulée au fil des années. Et aujourd'hui, vu que plus de 90% des recettes de l'État proviennent de taxes et d'impôts en tout genre, notamment parce qu'elle a pris la décision stupide de vendre des entreprises lucratives au fil des années, quand le gouvernement rencontre des problèmes de financement, la seule solution et le seul outil qui lui reste à disposition, c'est juste de taxer toujours plus. Alors mon pote, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la solution, c'est alléger la fiscalité des riches pour les garder en France? Ou au contraire, durcir leurs règles pour empêcher leur exit et aller leur prendre autant que possible? Tout ça pour financer les mauvaises décisions de l'État? Ou alors peut-être qu'il faut carrément revoir le modèle pour que l'État arrête de compter sur toujours plus d'impôts et qu'il finisse enfin par mieux gérer ses dépenses. Bon mon pote, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner si t'es nouveau sur cette chaîne. Je t'invite à cliquer ici pour aller voir ma dernière vidéo. On se retrouve très bientôt, chaque dimanche, pour une nouvelle vidéo où on parle d'histoire d'argent. En tout cas mon pote, prends soin de toi. N'hésite pas à aller voir mes réseaux dans la description. Moi je te dis mon pote, bye bye et à la prochaine.